bonjour Monsieur Demoulin. Bonjour. Un rythme régulier de publication avec 9 romans en 11 ans. Le roman est-il une soupape de sécurité face à la pression de la télévision? C'est absolument pas une soupape de sécurité parce que c'est plutôt un lieu d'insurrection, l'écriture et le roman, parce que rien n'est jamais gagné d'avance. C'est comme ça chez moi depuis très longtemps, j'ai toujours écrit, et même avant de travailler à la télévision. Et c'est pas pour autant que j'ai publié tout de suite, j'ai attendu, mais j'ai toujours écrit. Donc l'écriture, chez moi, elle va de soi, c'est comme ça. En lisant votre livre, ces fameux pur sang, est-ce que c'est un refuge pour l'homme abîmé? C'est plus qu'un refuge pour l'homme abîmé, c'est-à-dire que ça peut réparer. Les chevaux ont ce pouvoir-là de réparation, ça j'en suis convaincu, ça parle de ça. Mais c'est aussi des êtres vivants qui ont beaucoup à nous apprendre. À nous, les hommes un peu limités, surtout en ce moment. Et les chevaux sont riches d'enseignements. Les chevaux sont d'excellents professeurs. Avant-dernière question, comment se passe la rencontre avec votre public? Vous qui êtes derrière un écran télé Moi j'ai deux styles de public, j'adore faire des salons parce que ça me permet justement de sortir du cadre de la télévision pour aller vers les gens et les rencontrer en vrai. J'étais au Mans la semaine dernière, je suis à Saint-Étienne aujourd'hui avec vous et tout le monde est très sympa et accueillant et chaleureux et c'est une expérience pour tout le monde. Moi ça me permet de faire connaître mon travail, d'aller me présenter à ceux qui ne me connaissent pas encore en tant qu'écrivain, de retrouver mes lecteurs, ceux qui m'ont déjà lu. Et j'aime particulièrement cet échange entre êtres vivants. Un dernier roman, quelque chose qui est en préparation? J'ai mon prochain roman qui sortira le 7 février, toujours chez Flammarion. Je suis fidèle à mon éditeur. Ça s'appellera La fin d'un monde. Merci à vous, merci. Bonne fête de livre. Merci. Ravi de vous revoir à Saint-Étienne. Oui. Vous avez déjà publié 16 romans. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ouais. Déjà beaucoup. La question est là. Est-ce que vos romans sont-ils un complément à votre métier de géographe, votre ancien métier de géographe? Non, aujourd'hui, je ne suis que écrivain. Ça fait à peu près 7-8 ans que je suis que écrivain. Donc voilà, mais en étant écrivain, je reste géographe très très largement, que je voyage et je décris les lieux. Et moi, la lecture de vos livres, j'en ai lu plusieurs. Il y a des intrigues, des fois ça passe, il y a des clins d'œil sur le forêt, sur Saint-Étienne, ce qui est autour. Comment ça se fait? C'est vrai que je suis venu assez souvent à Saint-Étienne, à la fête du livre, et puis surtout, il y a un coin de France que j'aime beaucoup, qui est le Forez en fait, mais plutôt côté Ambert. Et j'ai passé une partie de mon enfance, donc du coup, c'est vrai qu'Ambert et donc le Forez, le Livradois, c'est des lieux que je connais bien. Donc voilà, je ne connaissais pas Saint-Étienne, et par contre, je connais, on va dire, l'environnement à 50aine de kilomètres. Là. Et comment se passent les rencontres avec le public? Là c'est fatigant, c'est dense, très dense, parce que ça n'arrête pas, c'est-à-dire qu'il y a du monde tout le temps, non-stop, depuis ce matin 10h par exemple, jusqu'à sans doute ce soir. Donc c'est très bien parce que c'est un salon très populaire où il y a beaucoup de monde. Un autre livre de prévu? Le prochain sera en 2024, voilà, c'est une parution annuelle à peu près, et là, il est quasiment sous presse le prochain roman. Merci à vous, merci. Merci beaucoup. Saint-Étienne, quelles sont vos impressions? C'est toujours magnifique, c'est une très belle impression. Et je tenais à faire ce lancement, c'est lancement du livre, qui sort mercredi prochain au Salon du Livre de Saint-Étienne. Je ne suis pas déçu parce que il y a énormément de monde. Et j'ai fait un peu ce livre justement pour les gens, pour les supporters, pour partager avec eux, et c'est ce qui se passe, sur un petit mot sympa, et voilà, très content. Bon, vous connaissez tout le monde à Saint-Étienne depuis que vous êtes ici? Non, mais ça passe, vous savez, le temps il passe, mais à Saint-Étienne c'est quand même particulier. Ça se passe souvent dans les grands clubs populaires comme ça, ça se transmet, il y a la transmission, c'est important, la transmission du grand-père au père, au fils, au petit-fils. Et là c'est sympa parce que je rencontre toutes les générations. Un petit mot sur le Saint-Étienne actuel? Je n'ai pas grand-chose à dire, simplement que je suis de loin et je suis toujours supporter à fond. Je manque pas un match. C'est un peu dur parfois, mais bon, voilà, j'espère qu'ils vont monter cette année, dès cette année. Il faut monter le plus vite possible pour après rebondir. Et cette année, je pense que tout est possible. Il y a beaucoup de matchs encore.
faire des joueurs, par exemple, pour un détail, pour Mwadji qui avait fait une très très bonne fin de saison l'année dernière. Je pense qu'il manque pas mal là, devant, et donc si vous pouvez revenir rapidement, ça serait bien. Je sais que vous êtes très humble. Ça vous fait quoi d'être devenu une légende de Saint-Étienne? Parce que c'est une légende. Ouais, mais bon, ça me fait plaisir, bien sûr. Ça me fait plaisir de revenir ici, puis d'être bien accueilli, d'avoir toujours des petits mots de sympathie et tout. C'est toujours plaisir. Mais c'est pas pour moi mon point le plus Évidemment, important. ouais. Le plus important, c'est ce que voilà, c'est ce que j'ai voulu transmettre dans ce livre. Garder cette notion de, c'est ce que je vais essayer de faire perdurer, d'essayer de le faire à travers mon engagement, parce que c'est facile de dire des choses, d'écrire un livre, mais après il faut vraiment s'engager si on veut faire avancer les choses. Donc le dire c'est bien, mais après le faire c'est mieux. C'est pour ça que je pense que je vais m'engager, mais ça ne sera pas ici, pas dans ma région, plutôt au Nouvelle-Aquitaine, où je vais m'engager au niveau du football amateur et du football des jeunes. Bonjour. Vous m'avez dit en aparté, c'était la 3e fois que vous veniez à Saint-Étienne. Comment, avant de parler livre, on va parler un peu de la ville, comment vous trouvez l'atmosphère stéphanoise? Moi j'aime beaucoup la ville de Saint-Étienne. Les gens sont extrêmement gentils ici. Les gens lisent beaucoup. Je retrouve parfois des lecteurs d'un salon du livre à un autre, même tous les 2 ans. Et donc je prends toujours beaucoup de plaisir à venir ici. L'épaisseur d'un cheveu, c'est le titre de votre roman. Sans dévoiler la trame, il se passe quoi? Quelle est l'histoire? C'est une histoire de crime, d'après ce que j'ai compris. Hein. C'est quelques jours dans la vie d'Étienne le Chevalier. Le roman commence le lundi et on sait à la première page qu'Étienne va tuer sa femme dans la nuit de jeudi à vendredi, sans aucun antécédent de violence. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai envie de vous demander où est-ce que vous prenez votre inspiration? J'avais très envie d'écrire sur l'homicide conjugal parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que quasiment tous mes livres parlent de la sphère du couple et du déraillement. Donc ça regroupait les deux. Et donc après, j'ai fait beaucoup de recherches sur des vrais homicides conjugaux pour pouvoir créer mes personnages. Ça vous a donné des idées? Alors j'espère que mon mari ne vous entend pas. Mais non, pour le moment, tout le monde va bien. Dernière question. Vous rencontrez beaucoup de gens, beaucoup de dialogues dans les fêtes du livre. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous influence pour écrire les prochains livres à venir? Ça influence à plusieurs niveaux. Là, ça fait 1 mois et demi que je rencontre des gens autour de ce livre. Et certains des lecteurs m'ont dit des choses passionnantes qui me servent après dans d'autres rencontres. Et puis, en fait, un auteur, quand il écrit un livre, il se sert de tout ce qui se passe dans sa vie. Donc, bien sûr que les gens qu'on rencontre, les situations, sont toujours une source d'inspiration. Pour se rendre compte du travail entre le moment où vous avez l'idée de l'écrire et la fin du livre, il se passe combien de mois, combien d'années? Moi, pour le coup, je sors un livre maintenant depuis 10-12 ans, tous les 2 ans. Et comme il y a environ 6-8 mois où on porte le texte qu'on vient d'écrire, généralement mes livres s'écrivent en 1 an, 1 an et demi. On vous souhaite alors plein de ventes et puis plein de bonnes idées pour écrire de nouveaux romans. Merci beaucoup. Bon après-midi. Vous aussi. Merci à vous. Merci. Bonjour, Agnès Mathieu Daudet. C'est mon coup de cœur de la fête du livre, un des livres que j'ai lu cette année, Marchand de sable. J'ai lu le livre et j'ai vraiment aimé. Et je me suis posé une question, c'est comment puisez-vous votre inspiration pour évoquer cette Italie-là? J'ai un peu triché, c'est une Italie que je connais. C'est un livre qui parle quand même de richissime famille d'industriels italiens en bord de plage en Sardaigne. C'est un milieu que j'ai pu fréquenter, donc je me suis inspirée quand même de choses que j'avais vues, entendues, et qui rejoignaient des passions personnelles. C'est-à-dire que l'histoire politique des années 70 et l'histoire économique et tout ce qui s'est mis en jeu à cette époque, qui est le nœud du roman, même s'il se passe aujourd'hui, et toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur une plage. Avec tous les réseaux sociaux, les marchands qui s'arrangent, la loge P2, toutes des choses un peu sulfureuses de l'Italie. Alors je pense que comme beaucoup d'écrivains, j'ai toujours... oui, je m'intéresse aux choses sulfureuses et aux choses qui sont cachées peut-être plus que d'autres. Donc ces histoires de loge P2 et de collusion mafieuse et d'intérêts variés qui mènent à un résultat qui est celui que le public voit mais qui n'est pas forcément tout ce qui s'est passé derrière, c'est quelque chose qui, je pense, a le même fonctionnement en fait
que beaucoup de choses dans la vie quand on est romancier. Enfin, il y a quelque chose qui me plaisait beaucoup. Après, évidemment, je fais des recherches. J'ai une formation d'histoire, donc j'aime chercher. Et aujourd'hui, on a des outils effectivement qui permettent de chercher beaucoup plus loin et plus vite qu'avant. J'ai remarqué, c'était une belle restitution. Autre question, j'ai senti une sorte de conte de fées entre une fille pauvre, gentille, heureuse, qui trouve un homme riche. Hein, je vulgarise un peu, mais est-ce que ça peut être une réalité Oui, ça peut être une réalité. Après, elle n'est pas totalement... C'est quand même quelqu'un qui était déjà dans une forme d'ascension sociale. Elle a quitté, comme beaucoup de gens qui quittent leur village pour aller à Paris faire des études. Elle a rencontré cet homme, pense-t-elle par hasard. Après, est-ce qu'on rencontre les gens par hasard? Elle est très contente aussi d'être mariée dans ce milieu, d'avoir des enfants dans ce milieu, ce qui est très rassurant. Mais évidemment, il y a le revers de la médaille dans cette vie qui lui a l'air très confortable, mais qui commence à l'ennuyer un petit peu. Et quel est l'accueil qui se passe à Saint-Étienne? Comment ça se passe cet accueil? Ça se passe très bien. C'est un livre qui parle quand même de sujets assez différents. Donc j'ai à la fois des lecteurs, des lectrices qui s'intéressent au parcours d'une femme et à quel moment on retrouve un peu ce qu'on est quand on s'est un peu perdu dans la maternité, ce qui arrive, ou dans la conjugalité, ce qui arrive encore plus. Et comment j'ai aussi des lecteurs qui s'intéressent à l'histoire de l'Italie ou à l'histoire politique des années 70, qui aiment aussi y être amenés par un biais plus romanesque peut-être, je ne sais pas. J'ai des gens assez divers. Merci à vous, Anne. Merci. Après, Laurent, président à vie, 3 vies, vous avez quand même vécu 3 vies pour moi. Chef d'entreprise, président de la SS, président de la Chambre de commerce de Saint-Étienne. Laquelle vie vous avez préférée? Elles furent passionnantes, toutes les 3. Celle pour laquelle j'ai le plus d'attachement et le plus de cœur, c'était mon entreprise. Parce que j'ai rencontré un métier, j'ai rencontré des hommes, nous avons développé l'entreprise ensemble, on a réussi. J'ai laissé à mon fils une très belle société. Après, c'était la grande aventure passionnante, exaltante, brûlante de la SS pendant 10 ans. Après cela, c'est plus une aventure plus raisonnable, conduite avec passion. C'est la présidence pendant 10 ans de la Chambre de commerce de la Lucie. Il y a eu la naissance des enfants, il y a eu l'amour, il y a eu la famille, il y a les amis, il y a le golf, il y a les voyages, il y a les rencontres. Tout ça embellit ma vie, mais les 3 grandes aventures de ma vie, elles sont citées dans ces 3 phénomènes. Il y a une autre aventure que vous dites pas, c'est l'aventure de la Liga. Et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la Liga? Je dois dire qu'aujourd'hui, je le dis avec tristesse, je ne suis plus trop amateur du football français. Je regarde un peu le football anglais, parce que je trouve que le niveau est vraiment infiniment supérieur. Le football en général, je me suis un peu écarté pour le moment, ce qui est bien, parce qu'on ne sait jamais, la vie est longue. Pour le moment, je me suis un peu écarté du football parce que je n'y retrouve plus les valeurs, celles que j'ai citées dans mon livre. De travail, de netteté, de persévérance, de rigueur, d'énergie, d'accepter la différence, tout cela. Maintenant, je pense que le football, le français et international est devenu un business avec... C'est trop mercantile. Un business avec énormément de fric, des frics qui viennent d'on ne sait où d'ailleurs, et qui n'apportent pas grand-chose quant au résultat. Parce que ces belles équipes, elles ne sont pas en France. Elles sont en Angleterre, elles sont en Italie, elles sont en Espagne, mais en France, j'en vois aucune. Bon, la petite question personnelle pour le fan des Verts, un retour des Verts en Ligue 1. Alors je le souhaite de tout mon cœur, je ne suis plus le foot de la Saint-Étienne, mais je le fais toujours de très près. Je ne vais pas au match, mais je suis ce qui se passe. Je souhaite le retour en Ligue 1, mais pas à n'importe quel prix, ni avec n'importe qui. Merci. Bonjour M. Nogaro. Bonjour, auteur, les gens avancés, parce que c'est une vraie histoire. Auteur et éditeur. En cours, Qu'est-ce qui est vraiment auteur ou éditeur? Alors j'aime les deux. J'aime les deux et les deux se nourrissent l'un l'autre. Une nouveauté littéraire, j'ai entendu. Ouais, le théorème des grands hommes, malheureusement, il n'y en a plus sur la table. Il y en a d'autres en librairie, bien sûr. Voilà, un nouveau polar. Ça faisait 9 ans. 9 ans entre les 2 derniers. Et ce polar, de quoi il parle? Alors, c'est un polar qui reprend les personnages des polars précédents, Ludovic Mermoz, Yvon Benoissine, des marginaux qui vivent dans le Pilat, qui partent sur Saint-Malo, région d'origine d'un des 2 personnages. Et donc ça c'est pour l'histoire, voilà. On est sur une histoire de trafic de dinosaures, mais le fond de l'histoire c'est l'instrumentalisation du complotisme.
à des fins politiques. Vaste sujet. Ouais, ça m'est venu, alors c'était avant le Covid, j'ai mis 9 ans pour l'écrire, celui-là. Non pas qu'il m'ait demandé 9 ans de travail, mais c'est que je ne peux pas y consacrer autant de temps que je voudrais. Et ça m'est venu cette idée au moment de l'ascension de Trump aux États-Unis. Je me suis dit comment on peut construire une pensée et un parti, un leader politique à partir de conneries comme la Terre est plate. Donc j'ai imaginé des gens qui imaginaient eux-mêmes un complot pour manipuler l'opinion, mais le grain de sable, mes personnages, mes marginaux qui tombent là-dedans en train de... Bon, aussi, j'ai appris que vous étiez en retraite et que derrière, plus de temps pour éditer aussi. J'aimerais bien, ça c'est une fake news. Il me reste 2 ans. Encore 2 ans à enseigner, c'est un plaisir. Monsieur l'inspecteur, si vous nous voyez, bonjour. Alors, il me reste 1 an et demi, peut-être 2 ans. Donc malheureusement, toujours un manque de temps. Et au niveau édition, dans votre éditions du Caïman, quel est un roman qu'on peut mettre en avant? Alors, la sortie de la rentrée littéraire qui sort des presses, qui est en train de sortir des presses, qui va, je l'espère, inonder les librairies au moins locales, c'est un roman de Richard Canal. Richard Canal c'est un auteur multi-primé, multi-publié dans de grosses maisons parisiennes, qui nous fait l'honneur de nous faire confiance et qui sort un grand polar américain, Amérique profonde, pas loin de 500 pages, un livre qui s'appelle La valse des McKinley, un très très grand polar. Merci à vous Jean-Louis, merci et bonne Merci à chance. vous d'être passé, bonne visite de la fête du livre. Juste une question, la Terre elle est pas plate? Bonjour Madame Baron, concurrente malheureuse du prix Charles Braillard. J'ai voté pour vous, je le dis, parce que j'ai vraiment bien aimé. Et c'est un livre, Les petits meurtres du mardi autour des aventures d'Agatha Christie. Et j'ai lu que vous étiez agrégé de Sciences Éco. Oui. Et comment passe-t-on d'être agrégé Sciences Éco pour faire des romans? C'est facile en fait, parce qu'en économie il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup d'hypothèses aussi. Et donc je parle de la rigueur et de l'hypothèse, c'est ce qu'il faut pour faire un roman policier en fait. Et autre petite question, pour préparer ce livre, comment vous êtes plongé dans l'univers d'Agatha Christie? Vous étiez fan, vous avez tout relu? Oui. J'ai même pas eu besoin de relire parce que je connais par cœur. Je connais tout depuis longtemps, j'aime beaucoup Agatha Christie, j'ai voulu lui rendre hommage. Et j'ai à peine besoin de relire à droite ou à gauche pour mettre mes petits clins d'œil dans le bouquin en fait. Donc j'ai lu aussi que vous étiez basé en Auvergne, dans le Cantal. Et comment on fait pour baser une intrigue dans le Cantal, dans l'Auvergne? C'est facile? Écoutez, j'en suis à mon 17e bouquin et ils se passent tous dans le Cantal. Alors il faut croire que c'est le centre du monde. En fait, moi j'ai un projet littéraire assez précis, c'est parler des problèmes d'aujourd'hui. Et on les retrouve, les problèmes de nos territoires, on les retrouve, désertification médicale, biodiversité, enfin, etc. Donc le Cantal est vraiment, ça devient d'ailleurs un personnage chez moi. Le 17e, peut-être 18e livre? Ah ben oui, il est là. En fait, non, le 17e, c'est celui-là. Il a 2 jours. Ah bah voilà. Oui. Et il parle de quoi? Alors, il s'appuie sur un projet de carrière à ciel ouvert qu'il y a dans le Cantal. Et donc, à partir d'un club de tricoteurs, parce que moi, mes personnages et mes enquêteurs sont toujours très bucoliques. Donc, à partir d'un club de tricoteurs, ils vont essayer de résoudre le problème, mais aussi de parler de la biodiversité, bien sûr. Merci à vous, Madame Baron. Merci à vous, c'est gentil. Bonjour, Madame Caron. Après avoir été maître de conférence, spécialiste des élites stéphanoises, le livre bien posé à côté, vous avez gardé l'habitude de citer les ouvrages sur lesquels vous êtes appuyé. Alors, avoir une belle bibliographie conséquente, de qualité, est-elle la clé pour écrire un roman historique? Pour écrire, oui, en tout cas pour écrire une histoire fiction qui est peut-être un petit peu plus exigeante que le roman historique. C'est-à-dire que j'essaye d'inventer le moins possible et d'être le plus déjà dans le contexte historique et de m'appuyer sur des personnages qui ont réellement existé, même si je transforme un petit peu leur biographie. Et puis parfois j'emprunte des dialogues ou des réflexions ou des pensées à ces personnages, enfin, à des écrivains qui ont été... Les écrivains, c'est pas forcément le mot, des gens qui ont écrit leur mémoire. Et donc je
je veux pas les plagier, donc je leur restitue ce qui est de leur plume en fait. Et c'est pour ça que c'est important de les citer dans ma bibliographie, mais c'est des choses que j'ai pas inventées qui leur appartiennent. Donc je les leur rends. Bon, j'ai appris que ça va être un peu long l'accouchement. Combien de temps vous avez mis pour faire ce gros roman? En tout 4 années. 4 années, oui, 4 années. C'est un temps long pour un écrivain. Oui, heureusement que je n'arrive pas de ma vie. Mais je me documente beaucoup. Je vais essayer d'éviter justement les anachronismes. Et cette phase de documentation, pour moi, est très importante. Elle est très longue. Est-ce que c'est une époque qui vous a bien plu autour de la résistance? C'est une époque que j'ai toujours eu beaucoup de mal à enseigner parce qu'elle est très dure et j'avais des réticences. Mais comme je parcours l'histoire des femmes sur une longue période, c'est le temps long qui m'intéresse, il fallait que je passe par la première moitié du XXe siècle, qui est une des périodes les plus tragiques de l'histoire humaine. Et je m'y suis confrontée. Alors elle m'intéressait, mais en même temps je la redoutais et elle m'a fait faire beaucoup de cauchemars, je peux dire. Un nouveau roman prévu, en cours avec lecture peut-être? Oui, la suite, puisque c'est une saga familiale, donc chaque intrigue de chaque volume est indépendante des précédents ou du suivant. Et ça se passe toujours dans la même famille, avec une continuité entre les femmes, donc pas forcément une continuité des patronymes. Et là, je vais écrire l'histoire de la fille et des petites filles de Coralie. Merci à vous, madame. Et bonne fête du livre. Et ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Didier, vous êtes maître de conférence, professeur. Moi j'ai connu Didier, professeur, maître de conférence, maintenant professeur. Mon Didier est spécialiste du tabac, de l'alcool, maintenant du Coca-Cola. Et le Coca, c'est une sacrée aventure que M. Didier Nourrisson essaie de retracer. C'est une aventure qui date de moins de 150 ans, donc c'est assez récent. Et c'est une aventure qui a commencé en France, curieusement, par la création d'un vin à base de feuilles de coca et de noix de cola, qui était le vin Mariani, sous le Second Empire, déjà. Et ce vin a été exporté aux États-Unis et ça a été repris par un pharmacien d'Atlanta qui a enlevé le vin, parce que c'était la vague de prohibition qui commençait aux États-Unis, et en y mettant de l'eau gazeuse en lieu et place du vin. Donc c'est devenu à ce moment-là le Coca-Cola. Et ensuite, c'est la société qui produisait ce Coca-Cola qui s'est elle-même appelée Coca-Cola. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Coca-Cola, c'est en fait 3 mots différents. C'est à la fois une société industrielle et commerciale, c'est d'autre part une marque, et enfin c'est un mot commun de la langue française, puisqu'on le trouve dans le dictionnaire des noms communs. Vous me disiez, M. Nourrisson, en aparté des retombées médiatiques importantes et une émission radio qui se prépare? Ah oui, alors il y a eu beaucoup d'émissions radio déjà, avec Laurent Ruquier aux grosses têtes, avec Stéphane Bern sur Europe 1, Historiquement Vôtre, et d'autres émissions, d'autres articles de journaux, parfois dans des journaux assez connus. Il y a un journal néerlandais là, qui le contacte, c'est l'équivalent du Monde en fait. Oui, c'est un sujet qui plaît. Bon, en marge de ce livre, vous êtes l'organisateur du Festival d'Histoire de Montbrison. En quelques lignes, quel est le sujet? Qu'est-ce qui va se passer dans peu de temps à Montbrison? Oui, grand moment à Montbrison, au milieu du mois de novembre, entre le 14 et le 18 novembre exactement, où on fait un festival d'histoire. C'est la 4e fois qu'on fait un festival d'histoire en 8 ans. Et cette fois, c'est sur un thème très intéressant pour tout le monde, les paysans et leurs animaux. Donc on va parler d'élevage, on va parler de rapport entre l'homme et l'animal, au travers de l'histoire et depuis l'Antiquité. Merci à vous, M. Nourrisson. Bonne journée. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver à Saint-Étienne. Oui, moi aussi, très. J'ai lu le livre, bon, ça, un nouveau lieu, un nouvel espace-temps. Comment avez-vous eu l'idée de mettre en scène un criminel nazi traqué? En fait, vous faites bien, Jérôme, de parler de lieu, parce qu'en fait, ce qui m'a avant tout motivé, c'était la découverte d'un fugitif nazi en Afrique. J'avais
énormément lu évidemment, comme tout le monde, sur les fugitifs type Mengele ou la capture d'Eichmann. Donc l'Amérique latine, c'est devenu presque un cliché en fait, du nazi en cavale impuni. Et d'en découvrir un de ce niveau dans un pays d'Afrique, j'ai été complètement stupéfait parce que ça a d'abord été la destination qui m'a... plutôt un écrivain voyageur, donc c'est vrai que ça m'intrigue toujours les parcours de gens qui fuient jusqu'au bout du monde. Et puis, ayant trouvé ce nom d'Horst Schumann, j'ai découvert l'étendue de ses crimes. Et là, il y a quelque chose que j'ai dans un premier temps absolument pas compris, parce que il est cité dès Nuremberg, c'est-à-dire juste après la guerre, le Mossad le poursuit absolument partout. Il est vraiment dans le top 15 des plus grands bouchers nazis. Il est parmi les grands serial killers finalement du XXe siècle. Jamais condamné. Et donc jamais condamné, poursuivi mais toujours raté en fait, c'est-à-dire que le Mossad rate, ses autres poursuivants le ratent. Le procureur allemand qui est en chasse, parce que les Allemands voulaient l'avoir aussi, le rate. Et donc il m'a semblé qu'un roman c'était la meilleure réponse à donner à l'absence de procès, c'est-à-dire instruire méthodiquement des preuves. Moi, c'est toujours ma méthode de travailler, c'est un pacte de confiance finalement avec mon lecteur. C'est-à-dire que je suis allé à la source des archives, d'abord en Allemagne, puis j'ai trouvé des choses en Angleterre, parce que le Ghana où il était, il y avait une forte influence évidemment avec l'Angleterre, et puis en Afrique même. Et là, j'ai instruit finalement à charge. Alors après, ce qui est important pour moi, c'est comme je reste romancier, et c'est pas une biographie du mal, c'est pas la biographie d'un monstre. Je me suis dit que j'allais m'attacher aux victimes et à ceux pour lesquels en fait la plaie n'avait jamais été refermée parce que ce mec n'a jamais été jugé. Et donc j'ai trouvé un dispositif dans une famille où un petit-fils en fait va réussir en partant sur la trace de son grand-père à rétablir en fait l'horreur des crimes de ce Horst Schumann. Pour rebondir sur le petit-fils, Paul, ce fameux Paul, qui est romancier, est-ce que c'est un peu vous, est-ce qu'il vous ressemble? Alors merci pour cette question, c'est complètement, c'est la première fois que j'ose, après quelques romans quand même, je me suis dit allez, c'est peut-être le moment vraiment de céder un peu à la facilité, parce qu'il y en a des romans avec des écrivains, c'est quand même un lieu commun de l'écriture, mais c'est alors pour le coup un vrai plaisir de lecture. En gros, j'ai senti que une immensité vraiment de mon sujet, c'est-à-dire que Schumann est coupable au moment de l'extermination des handicapés, de sa main il tue 15 000 personnes, il faut voir quand même. Et après il passe pas loin de 3 ans à Auschwitz, donc il a aussi entre les mains, mais il est responsable, il envoie après au crématoire des milliers d'hommes et de femmes, directement. Donc ça c'est vertigineux, soit je me contentais de prendre ça en face, de raconter ça, et en fait j'ai le temps de faire ça, j'ai pas envie d'être dans le mal comme ça tout le temps pendant 2 ans, et je pense que c'est plus comme ça qu'il faut raconter les histoires. En revanche, partir d'aujourd'hui, d'un personnage pour lequel finalement c'est à la fois très loin et très proche, et donc ça va s'avérer très proche puisque c'est l'histoire de son grand-père, et bien du coup ça nous donne nous en termes d'empathie avec le personnage, on peut s'identifier finalement à Paul, et pour le coup oui c'est un alias, parce que moi je me suis vraiment identifié à lui, ou lui s'identifié à moi, je sais pas très bien, et en réalité chacun a sa version des coulisses de l'écriture, donc ça me permet moi surtout de donner aussi, y compris il y a un passage qui se passe dans un salon du livre comme aujourd'hui, je pense que c'est intéressant aussi pour le lecteur, la lectrice, de savoir comment ça se fabrique un livre et quels sont en fait un peu les états d'âme, les difficultés. En gros, pendant 100 pages, c'est un pavé, c'est mon livre le plus épais. Il y a plus de 100 pages pendant lesquelles Paul n'a pas envie d'écrire ce livre. Il sent qu'en fait c'est trop lourd pour lui, que c'est trop dur pour lui de plonger comme ça dans la douleur, dans des choses absolument irréparables. Il veut mettre ça à distance et puis finalement il est obligé, et ça je suis obligé de raconter cette anecdote, qui est pas une anecdote d'ailleurs mais qui arrive à Paul, c'est qu'il repousse en fait l'écriture de ce livre et puis un jour il se rend compte des abominations commises par Schumann à Auschwitz. Schumann il était responsable d'un programme de stérilisation. Il disait qu'il stérilisait les femmes au rayon X et les hommes, ça paraît fou parce que ça ouvre déjà dans le territoire du mal absolu, ça ouvre encore une autre fenêtre sur le noir, il castrait les hommes. Et ça, évidemment, j'avais entendu parler. Je me suis dit, mais jusqu'où c'est abominable, comment c'est possible quel était le sens de tout ça? Donc le sens, c'était qu'évidemment, les Juifs ne se reproduisent pas, qui bénéficient pour ceux qu'ils épargnaient d'esclaves, mais qui ne se reproduisaient pas. Donc on est dans une folie, enfin, c'est au-delà des mots. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du procès de Nuremberg, il y a eu évidemment de la publicité, donnée au débat, c'est-à-dire à travers les journaux. Et
Puis un jour, il y a un survivant qui était sur les bords du lac de Constance, qui s'appelle Chaim, et ce Chaim entend parler du jugement et se rend compte que Schumann n'y est pas et décide d'aller témoigner. Il prononce le mot de Schumann et le procureur qui n'en revient pas lui demande mais qu'est-ce qu'il vous a fait, et il lui dit ça, et il dit il m'a coupé les testicules. Et il y a une photo qui est prise, que j'ai retrouvée moi à la Fondation Spielberg aux États-Unis, et cet homme en fait, qu'il n'a jamais dit, tellement il est survivant, mais en fait c'est l'atteinte à sa dignité la plus... voilà, c'est pour le coup il est irréparable, et il supplie les enquêteurs de ne jamais montrer la photo et de ne jamais donner son nom. Et Paul découvre cette photo. Et en fait, il se dit, mais en fait, je ne comprenais pas le sens de cette histoire, mais il faut que je la raconte en fait pour toutes les victimes qui n'ont jamais été ni vengées, ni obtenues réparation. Un prochain livre qui est prévu peut-être? Alors là, je quitte un petit peu ces sphères-là, parce que autant vous dire que c'est une plongée dans le mal pendant 2 ans. C'est pas tous les jours agréable, et en même temps, on a du mal à s'en débarrasser. J'arrivais pas en fait à quitter, jusqu'au dernier moment je repoussais, j'avais fini, mais je m'étais encore des... En fait, si on s'attaque à la solution finale, je le ferai une fois dans ma vie, je pense, il faut qu'il y ait zéro faute, il faut qu'il y ait zéro erreur. On n'a pas le droit, c'est un défi, on n'a pas le droit de se planter, on n'a pas le droit de verser dans des sentiments un peu cheap, ou de mettre en scène de façon soit mièvre, soit vulgaire, voilà. Donc, je pense avoir relevé ce défi-là du moins, et j'ai eu du mal. Mais du coup, comment revenir à un livre un peu plus normal, on va dire. Donc du coup, j'ai trouvé, là je me promène entre la fin de l'Algérie française et l'Argentine pour émigrer en milieu de Kenya. Nous allons écouter ça. Merci à vous. Merci à vous, les gars. Pascal Chambon, un vieil ami avec qui on a beaucoup dédicacé. Nous partageons la même maison d'édition. Un petit clin d'œil à Emmanuel Becquet qui doit être très fier aujourd'hui, grâce à un prix. Mais quel prix? Ah oui, le prix Lucien Neuwirth. On est très fiers, Christine et moi, de ça. C'est notre premier prix, toute notre vie, après 15 ou 20 livres. 15-20 livres, hein, ça fait beaucoup pour avoir un prix. Hein. Oui, si on fait le ratio, c'est vrai. Oui. Bon, l'histoire locale et l'histoire régionale est beaucoup oubliée, mais bon, ils ont sauvé l'honneur. Oui, bon, on a des lecteurs fidèles finalement. On ne parle pas énormément de nos livres, mais les gens sont fidèles, nous suivent, attendent que nos bouquins sortent, que ce soit les nôtres, que ce soit ceux de Jérôme par exemple. On a quand même un lectorat fidèle. Bon, un livre un peu classique comme toujours, grand format, des textes toujours pointus, des photos, un beau projet. Vous avez mis combien de temps pour le faire, M. Chambon? Officiellement 2 ans. 2 ans, en fait, il y a toujours pas mal de choses en amont, mais 2 ans, oui. Parce qu'il a quand même fallu arpenter les rues. Hein. J'ai même été surpris finalement de ce qu'il y avait à redécouvrir à Saint-Étienne, moi-même. Plein de petites histoires, plein de rencontres. Quand même ce livre, c'est l'édition Alan Sutton, les nouvelles éditions. Et ce qui a changé, c'est que la Tribune de Progrès est venue aider. Est-ce qu'il y a plus de ventes grâce à la Tribune de Progrès? Oui, parce qu'il est sorti en décembre de l'année dernière. Il était épuisé au début de l'année. Et c'est vrai que la distribution par le Progrès, c'était extraordinaire. Alors c'était parfois stupéfiant, parce que des collègues des gens me disaient on l'a acheté, on l'a trouvé en achetant le pain. Quand on voyait les bouquins, par moment, il y a de la farine dessus. Et ils étaient exposés dans les boulangeries. Et il a été épuisé, donc là il y a un deuxième tirage, parce qu'il faut relancer un petit peu. Avec le prix, ça va tout relancer. Ah oui, je ne fais pas de soucis. Et dernière question, M. Pascal Chambon, avec Christine Chambon, madame. Est-ce qu'il y a un nouveau livre de prévu, quelque chose, des idées? Il y a quelque chose de prévu, là aussi j'espère un beau livre. Je ne veux pas déflorer le secret. C'est un département qui est très proche de la Loire, qui a un lien très fort avec la Loire. Je ne dirai pas son nom. J'ai déjà compris, moi. Merci Pascal, Et bravo à Christine aussi.